Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. C'est bon, plus de trêve internationale horrible. Retour de l'OGC Nice, retour de la Ligue 1 et retour du calendrier assez important qui arrive et des échéances aussi pour le club. On va revenir aujourd'hui forcément sur le match qui a eu lieu hier après-midi qui a vu l'OGC Nice faire match nul au stade de la Beaujoire contre le FC Nantes de Antoine Comboiré. Toujours des très très bons souvenirs de jouer contre le FC Nantes de Comboiré. Mais avant de commencer, on va faire un petit point aussi sur une actualité qui était sortie la semaine dernière et sur le directeur du recrutement du centre de formation de l'OGC Nice, Philippe Barraud, qui a annoncé son intention de quitter le club. Ça fera l'office d'un petit débat. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Romain pour un énième retour. Voilà, Dante n'était pas sur la pelouse hier après-midi, mais Romain est là aujourd'hui. Comment ça va, Romain? Ben écoute, ça va. Merci de l'invitation parce que bon, ça fait toujours plaisir de revenir dans cette émission. Et voilà. Et toi, ça va? Pas trop dur les nuits? Ça va, je te Bon. remercie. J'étais au stade hier après-midi, je ne suis pas redescendu, donc je préfère vous prévenir, je risque d'être un peu piquant, mais en même temps, voilà, ça fera l'office aussi de discussion. Et là aussi, Hugo, pour voilà, apporter un peu de demi-mesure, un peu de retenue. Comment ça va, Hugo? Salut Pancho, salut Romain, bah ça va super, malgré un match un peu décevant, on va être là pour calmer un peu les ardeurs dans cette émission. Alors, on va commencer par parler, on va dire, de l'organigramme du club. La semaine dernière, différents médias régionaux, Ouest France, Le Parisien, faisaient état voilà, d'une volonté de départ de l'actuel directeur du recrutement du centre de formation, Philippe Barraud, qui avait rejoint le club 3 mois auparavant pour y remplacer Manu Pires, un illustre du projet niçois. On sait que Arnaud Pouille, ancien président du RC Lens, a repris la présidence au Stade Rennais. Pour l'instant, aucune communication du club. Déjà, peut-être pour commencer, Romain, par rapport à cette info-là, quel est ton ressenti là-dessus? Moi, je vais te donner le mien peut-être pour démarrer un peu. On a quand même le sentiment sur les dernières années que je vais donner un peu l'exemple des Galactiques au Real Madrid dans les débuts des années 2000. Tu peux recruter les meilleurs joueurs possibles, ça ne fait pas un collectif euh, bon et viable. Là, on fait venir des gars de Lens, des gars de Rennes, qui n'ont pas forcément d'appartenance au club. Euh, donc est-ce que c'est pas là aussi, dans ce cas, la limite qu'on peut noter dans ce type de stratégie? Ouais, peut-être, mais après il y a aussi un truc. Après, quand on recrute des mecs avec certaines références, au bout d'un moment, il faut leur donner des certains moyens. Voilà, il faut leur laisser vraiment carte blanche, mais du début jusqu'à la fin, pour qu'ils fassent du bon boulot. Aujourd'hui, de toute manière, c'est un secret pour personne, Nice n'a plus un rond. Et donc, t'as beau prendre les meilleurs, tu peux prendre un Ancelotti à Nice, si tu lui donnes des joueurs de seconde zone, il va pas faire des miracles. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil ce qui se passe avec Barreau, enfin ce qui s'est passé avec Barreau, c'est que, après attention, hein, toute proportion gardée, parce que c'est juste des échos que j'ai eus, hein. Mais après, au bout d'un moment, tu lui donnes pas réellement carte blanche par rapport à ce qu'il veut mettre en place, par rapport aux moyens qu'il veut avoir pour faire ce qu'il a fait à Rennes. Bah forcément, au bout d'un moment, le projet il bat de l'aile. Et encore une fois, qu'on a vu lui vendre, c'était que de la poudre aux yeux. Donc c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Mais moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que oui, tu prends quelqu'un avec d'énormes références. Si tu lui avais mis les moyens à disposition, comme Rennes peut le faire au niveau du centre de formation, bah allez, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, enfin sur X, pardon, aujourd'hui, on avait une équipe qui était en place. On voit que c'était une équipe, donc il y a 5 6 ans, qui a commencé avec Ineos à mettre des choses en place, des structures. Ineos a commencé à donner du budget pour recruter des joueurs déjà formés, mais enfin voilà, à la fin de leur formation. Donc c'est des joueurs qui coûtent plus cher parce qu'il y a plus de certitude, même si
Il n'y a jamais 100% de certitude, mais il y en a un peu plus. Et en fait, ce budget, ils l'ont vite coupé. Donc, ils sont rabattus sur qu'est-ce qui coûte pas cher? Bah, c'est prendre des joueurs de 12, 13 ans. Voilà. Et quand tu fais le compte, il y a 4, 5 ans, allez, 4 ans, bah, c'est des joueurs qui commencent à avoir 16, 17. Et on voit que l'équipe 17, sans que je m'y intéresse forcément, mais commence bah, apparemment à y avoir 3, 4 joueurs qui sont plutôt sympas. Donc en fait, moi ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en l'air toute une cellule qui bosse depuis 5 ans pour mettre une référence, tout en sachant qu'on n'avait pas les moyens pour lui donner satisfaction dans son travail. Bah lui, il a porté ses couilles, quoi. Il a porté ses couilles et il s'est barré. Et maintenant, on se retrouve sans personne. L'ancienne équipe qui avait fait un bon boulot, mais encore une fois, le bon boulot, il sera fait que par rapport aux joueurs qui vont intégrer le club, enfin le groupe pro, et voir s'ils auront du temps de jeu en Ligue 1. Mais en tout cas, c'était en train de monter petit à petit. Et là, on a tout foutu en l'air. Donc, à chaque fois, on dit qu'on veut se structurer. Et ben là, on voit qu'on se déstructure, en fait. Voilà. On s'est déstructuré dans un poste qui est aujourd'hui un des plus importants dans notre projet. Mm. Voilà. Dans ce qui est le plus important pour le projet de Nice, on s'est déstructuré total et on se retrouve avec la bite et le couteau. Voilà. Et on n'a plus rien là. Donc, moi, ça m'embête. Voilà. Moi, et tout ça, toute cette vision sportive, ce projet, etc., bah, c'est fait par Bokeh. Et aujourd'hui, Bokeh, faudra qu'on me dise qu'est-ce qu'il apporte réellement à l'OGC Nice depuis qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quelle est sa plus-value? Moi, je vois des moins-values en tout cas, mais quelle est la plus-value depuis qu'il est là? Donc, ça fait combien de temps qu'il a 2 ans? 2 ans. Ouais, Bon, deux enfin bref. ans, 2 ans. Donc voilà, j'attends de voir toujours à aujourd'hui sa plus-value, mais en sachant qu'aujourd'hui au sein du club, bah il y a le poste formation qui s'est désintégré, les commerciaux, etc. Enfin bref, il y a plusieurs postes dont on pas forcément en lumière, mais qui sont totalement, ils ont totalement explosé. Donc voilà, il faudra qu'on me dise ce qui fait Boca par faire des chèques de licenciement, Alors, c'est vrai que par contre, c'est un sujet qu'on évoque peu dans l'émission, mais la situation aussi des féminines, qui est aussi très, par exemple. très, très compliquée, avec une équipe qui est en D2 et à qui on a coupé un peu les vivres quoi, sur les dernières semaines pour ne pas voilà, permettre un projet ambitieux. Hugo, par rapport à ça, finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce problème systématique sur les dernières années, à savoir cette gestion du temps et ce côté immédiateté, tu sais? Finalement, la formation, c'est une affaire de temps. Tu ne sors pas des joueurs comme ça en les faisant venir parce que c'est un travail de longue haleine, de scouting, de repérage. Donc là, finalement, ouais, est-ce qu'on n'apprend pas de nos erreurs, encore une fois? Bah ouais, c'est sûr que tu peux pas raisonner avec une cellule formation comme tu raisonnes avec une cellule pro, c'est-à-dire où là, tu as une obligation de résultat, où tu vas forcément devoir attirer une équipe encadrante performante, des joueurs performants directement pour performer sur la formation. C'est vraiment, comme l'a dit Romain, un travail sur, vraiment à long terme et où les résultats importent peu. C'est vraiment la quantité de joueurs que tu peux avoir dans le groupe pro dans quelques années qui fera la différence. Et on voit effectivement que depuis, on va dire, 2 ans, tu as quand même de plus en plus de joueurs qui commencent à arriver de la formation dans le groupe pro et qui sont pas non plus exceptionnels, mais qui font largement le travail en Ligue 1, comme Antoine Mendy par exemple, qu'on a vu se développer depuis plusieurs années et qui, hier par exemple, a fait un très très bon match. Donc c'est sûr que je pense, moi je ne suis pas du tout expert dans le sujet, mais que le bassin de population dans notre région est quand même pas aussi énorme que sur la région parisienne ou même ailleurs en France. Donc forcément, on aura, je pense, ça va être très difficile d'avoir un jour, comme Rennes ou Lyon, le PSG, un tel niveau de pépite, entre guillemets, mais c'est tout à fait possible si on laisse le temps d'avoir des joueurs fiables de Ligue 1. Donc effectivement, c'est dommage d'avoir un peu détruit le travail qui se mettait en place, parce que
Bah, on a eu aussi Tom Loucher, par exemple. On a eu de plus en plus de joueurs qui se sont imposés dans le groupe pro et il faudrait pas quand même bah, tout foutre en l'air comme ça, j'ai l'impression que ça a été fait, quoi. Et sans oublier, il y en a un, mais qui vient de la formation aussi et qui est venu assez jeune à Nice, Reda, que Farioli ne voulait pas, donc il est parti, qui est en train de faire un carton en International marocain. Italie, international marocain, Las l'Inter Véron. qui est sur lui. Enfin voilà, je veux dire, la formation, il n'y avait pas tout à jeter, hein. Il n'y avait vraiment pas tout à jeter. Et juste pour rebondir à ce que tu disais, Pancho, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et ce travail, d'ailleurs, c'est bien parce que bon, t'en récoltes les fruits que quelques années après. Mais après, ça permet aussi aux joueurs de s'imprégner de l'identité, de s'imprégner de la ville, de Nice, etc. Et l'intégration, une fois qu'il arrive à 17, 18 ans, bah, elle est déjà faite. Parce que quand tu recrutes des joueurs de 17 ans, comme on a pu le faire avec Orakpo, par exemple, tu as une intégration qui doit se faire de 1 an, c'est des jeunes joueurs, donc l'intégration elle est un peu plus longue. Et c'est vrai que l'avantage que tu as quand tu recrutes beaucoup plus jeunes, c'est qu'ils ont le temps de s'imprégner du club, de la culture, de la mentalité, de la ville, etc. Et c'est important aussi pour l'intégration, mais voilà, enfin bref, c'est juste Mais pour ajouter ça. est-ce que c'est pas non plus important que d'avoir des figures emblématiques qui chapeautent un peu ce type de projet-là? Parce que bah, rien contre Philippe Barraud, mais bon, il remplace quand même Manu Pires, qui aux yeux quand même des supporters de l'OGC Nice et de l'identité club représente quand même un personnage très important. Enfin, moi, je trouve que ça fait quand même un peu mal de se dire que on l'a bazardé. 3 mois après, on fait venir quelqu'un qui est censé être une référence, qui repart après. Certes, si on le met pas dans les meilleures dispositions, ben, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais derrière, finalement, bah, on perd quelqu'un du cru qui véhiculait sans doute l'identité club depuis des années. Et on perd une référence qui fait partie de l'un des tout meilleurs centres de formation français. Ah, mais je vais même aller plus loin. On a bazardé Pires, mais toute son équipe aussi. Donc, parce que tu as un homme, certes, on voit, parce que bon, il est mis un peu plus en lumière, mais après, derrière, tu as bazardé toute son équipe, hein. Moi, j'avais un ami qui travaillait au centre de formation, il était directeur de la préformation. Et donc, ça faisait des années qu'il était au club. Bah, tu le jettes comme un malpropre. Bah, c'est abusé. Moi, je trouve ça abusé parce que c'est des gens qui, et moi, je le voyais au quotidien. Enfin, je le voyais au quotidien. Je dis pas que je le voyais tous les jours, mais je le connais vraiment très, très bien. Et on se voyait quand même assez fréquemment. Et quand tu vois qu'un mec comme ça, qui aime le club, qui donne ses week-ends pour le club, alors qu'il a une famille, 3 enfants, il donne ses week-ends pour le club, il donne pas sa vie, mais quasiment. Les 3 quarts de son temps, c'est pour l'OGC Nice, et tu le vires comme un malpropre, alors que je suis désolé, mais le travail depuis, je le répète encore, depuis 6 7 ans, il est loin d'être dégueulasse. C'est juste que souvent, on n'arrive pas, nous, à faire monter en compétence les jeunes. Et je le répète, un mec comme Reda, tu le voyais à 10 000 qu'il avait d'énormes qualités. D'énormes qualités. Et ça se vérifie aujourd'hui. Et il n'est pas dans un championnat mineur. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça qui me dérange. C'est putain d'avoir cette politique où on veut tout de suite, sans moyens. Putain, des fois, on a l'impression qu'on te recrute des gens sur un CV, alors que c'est pas ça le foot maintenant. C'est tout dans les, enfin, il y en a énormément, c'est dans le pognon. Et malheureusement, Barreau, bah, il avait les moyens dont il avait besoin à Rennes, et chose qu'on n'a pas à Nice, quoi. Bien, et on va suivre déjà si officialisation il y a à ce sujet-là, parce que pour l'instant, le club n'a pas du tout communiqué à ce sujet-là, et bon, ça va pas non plus être une situation très confortable à gérer de leur côté, hein, que d'annoncer en grande pompe l'arrivée d'une référence au recrutement, à la formation, pour ensuite annoncer son départ 3 mois après, mais que de travail et que d'embûches en fait dans le chemin pour un organigramme qui change Par contre, régulièrement. Ouais. Pancho, juste une chose, 2 secondes. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on fasse passer pour ce mec pour un mercenaire et qu'il est reparti à Rennes pour l'argent. J'espère qu'ils sortiront la, j'espère que lui sortira la vérité, tu vois.
Mais quand on lit dans la presse qu'il est parti pour l'argent, c'est possible hein, qu'il y ait un petit truc là-dedans. Mais si on lui avait donné les moyens, peut-être qu'il serait resté. Mais voilà. Donc moi, ça me qu'on qu'on balargue d'une personne pour en disant les mauvaises raisons. Je suis pas fan de cette politique. Après, il faut quand même juste clôturer là-dessus en disant que c'est quand même quelqu'un qui est lié au Stade Rennais depuis une trentaine d'années. C'est pas un type qui a fait deux trois ans à Rennes et qui retourne par opportunisme. Je pense vraiment que derrière, il y a un certain amour entre lui et le club qui fait que voilà, peut-être que justement il a été convaincu par le projet niçois, peut-être qu'il a été convaincu même par les conditions de travail et les conditions financières du contrat qu'on lui proposait à Nice. Enfin bon, on ne connaît pas tous les détails, mais effectivement un peu de demi-mesure, comme tu le rappelles si bien Romain. On a retardé l'échéance voilà, d'une quinzaine de minutes pour parler voilà, de ce sujet qui est quand même très très important. Hier a eu lieu un match à la Beaujoire, un partout entre le FC Nantes et l'OGC Nice. On l'a dit, Hugo, frustrant, décevant, énervant, un point de plus que l'année dernière sur un même match. On prend avec tous ces blessés, tu te situes où dans tout ça? Moi, je vais plus aller sur frustrant parce que forcément, tu abordé ce match avec un effectif encore une fois décimé, qui commence à être vraiment un compliqué et deux incompréhensible parce que tu es censé pendant la trêve récupérer des joueurs. En fait, tu en perds encore plus que ce que tu en récupères. Donc, tu arrives avec une défense qui est déjà expérimentale. Donc, moi, j'étais pas non plus très serein avant d'aller à Nantes, qui est un club qui nous réussit pas du tout. D'ailleurs, depuis la finale de la Coupe de France, on n'a plus gagné un match contre eux. À la Beaujoire, en plus, ils font un stade compliqué pour nous, ils font plutôt un bon début de saison. Donc, j'étais pas forcément confiant avant d'y aller. Et j'étais très rassuré de l'entame et de la première mi-temps où je trouve qu'on a totalement annulé Nantes, quoi. Je pense qu'on a vu nos meilleures séquences de pressing, en tout cas depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas sortir le ballon, on était tout de suite à 4 dessus, on récupérait. Notre défense a été plutôt à l'aise aussi, justement, du fait de ce pressing. On a rarement été débordé, donc Abdelmonem, notamment, qui n'était pas en confiance, a pu monter en puissance et être très intéressant. Mais après, il y a toujours ce problème quand tu arrives aux abords de la surface, c'est-à-dire que plus qu'un problème d'efficacité, je trouve que c'est un problème de justesse technique dans les choix, par exemple, Boga qui, on a l'impression, fait toujours le mauvais choix quand il arrive dans la surface. Quand il faut temporiser, il frappe. Quand il faut frapper, il temporise. Et au final, tu domines la première mi-temps, mais tu te crées pas non plus d'énormes situations. Enfin, tu mets Lafont à contribution, mais c'est surtout sur des frappes lointaines, quoi. Il fait pas un match exceptionnel comme l'année dernière où il nous sortait vraiment des buts. Là, tu le mets en valeur sur des frappes lointaines, mais tu ne te crées pas non plus énormément d'occasions vraiment franches et concrètes. Donc c'est lié à ces mauvais choix dans les techniques et dans l'intelligence de jeu aux abords de la surface. Et ensuite, deuxième mi-temps, forcément, t'as pas profité de ton temps fort pour punir. Tu as un effectif qui est court, donc tu peux pas maintenir l'intensité. Et le match s'inverse. Donc match nul frustrant, mais si tu regardes vraiment les deux mi-temps, pour moi, le nul, et que tu prends beaucoup de recul, le nul est logique, puisque Nantes a été plus dangereux, mais plus en maîtrise sur la seconde période. Romain, Hugo l'a dit, une première mi-temps maîtrisée. Il y avait des doutes concernant la ligne de défensive. Tu asphyxies totalement Nantes. Tu ne te crées pas non plus des situations extrêmement dangereuses. Hugo l'a dit, des frappes, on va dire, à 18-20 mètres. Tu vas au vestiaire à 0-0 et on le savait tous qu'il y avait voilà, cette crainte qui régnait autour du scénario de la rencontre. Ça n'a pas loupé. Avec ce but de Mathis Sabline qui permet à Nantes de mener 1-0. Très, très OGC Nice, en fait, ce match, j'ai l'impression, sur les dernières années, dans le scénario, tu vois, tu produis quelque chose de positif, tu n'arrives pas à marquer. Et j'ai l'impression que cette année, on le voit aussi beaucoup, quoi. Ce manque de réalisme, en fait, dans les deux surfaces, parce que on peut effectivement parler du déchet offensif, mais alors le but qu'on prend, je veux dire, je suis désolé, Moses Simon, à chaque fois qu'il joue contre nous, j'ai l'impression que c'est Vinicius, alors que hier il n'a pas été exceptionnel, mais sur une demi-occasion, il arrive à déposer une galette. Klose, extrêmement laxiste
J'y reviendrai un peu plus tard sur le centre. Je pense que voilà, il n'était pas encore revenu de la trêve internationale. Et Mathis Sabline, situé dans la zone dangereuse. Abdelmonem passe devant, enfin je sais pas si vous avez l'action en tête, mais qui passe devant comme si voilà, il devait compenser peut-être une sortie de Bombito. Il avance. Abdi essaie de compenser au dernier moment. Enfin, je veux dire, il y a de l'approximation dingue. Ça me fait un peu penser au but qu'on prend à Marseille, où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de coordination. Comment est-ce que tu juges j'ai fait un focus sur ce but-là, Romain, mais comment est-ce que tu juges le match du gym et le but pris en deuxième mi-temps? Bah non, mais après, t'as un peu tout résumé. On, on a vu un match qu'on voit très souvent, c'est-à-dire 45 premières minutes bonnes. Mais moi, ce qui me saoule, en fait, c'est ce manque de technique dans les 20 derniers mètres. T'as des situations, et par manque de technique, de qualité technique, je suis désolé, mais t'arrives pas à te créer cette occasion. Donc ça peut être Boga, ça peut être même Guessant. Au bout d'un moment, Klose, il lui donne un ballon, il loupe son contrôle. Enfin bref. Et, euh, et ce truc-là, si t'arrives pas à avoir un petit peu plus de justesse technique, tu n'arriveras pas à te créer des occasions. Tu arriveras à te créer des situations, mais pas des occasions. Et donc c'est pour ça que on s'est montré dangereux sur des frappes, mais euh, mais après, comme tu dis, bah voilà, mais on s'y attendait tous, hein, on le savait. Et je pense qu'on est les trois quarts à savoir qu'au bout d'un moment, on allait être puni. On a été puni. Tu parles de Klose, c'est tout le temps la même, hein. Dans ce genre de situation, il va pas au pressing sur le porteur, il lui laisse de l'espace. Ça a été le cas en équipe de France, sur je sais plus quel match où il laisse de l'espace et on se prend un but. Ça a été le cas à Marseille. C'est le cas aujourd'hui. Je crois que ça a été le cas à un autre match, mais il n'y avait pas eu de but derrière. Mais à chaque fois, c'est la même. Il est trop loin de son attaquant. Et en fait, l'attaquant, il a le temps d'ajuster soit une galette, soit, enfin voilà, il a le temps de tout faire. Et je crois qu'on l'avait dit quand il avait fait un gros match, et on avait dit, mais par contre, défensivement, c'est pas son kiff, quoi. Donc, non, après, rien à rajouter. Je trouve ça, enfin, on va y venir après, je pense, mais je pense que déjà, après, je sais qu'il faut pas parler de ça, mais pour moi, quand il te manque tes trois, quatre meilleurs joueurs, c'est dur. Et puis, comme le disait Hugo, on a la chance d'avoir 5 changements aujourd'hui, mais nous, on peut pas en profiter parce que tu peux pas faire tourner ton milieu parce que t'as personne. Tes latéraux, bon, bah oui, tu mets Louché, bon, il l'a fait rentrer à la 92e. Allez, devant, tu joues avec des mecs qui reviennent à peine de blessure. Bon, Diop un peu plus, ça y est, il commence à avoir un peu plus de temps de jeu. Mais à la Laborde, il revient, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement. Et tu le mets parce qu'il te manque des cartouches offensives. Et Boanani qui fait pas non plus le job. Donc, c'est compliqué, là, aussi avec autant de blessures, quoi. 27% de l'effectif pro, j'ai enlevé Doumbouya qui fait rarement des groupes, était absent euh, hier après-midi. Donc j'ai compté Dante par suspension, le reste c'est des blessures. 27%, quasiment un tiers de l'équipe. Voilà, donc je pense qu'au bout d'un moment, voilà, c'est factuel. On ne peut pas effectivement profiter. Et hier, on l'a vraiment senti au milieu de terrain. Boudaoui, Mm. premier contact, il a mis du temps à se relever. Il jouait avec un strap. Rosario, voilà, je les ai sentis vraiment à bout de souffle et tu peux pas faire tourner. Alors il y a le petit Siaga Camara, mais qui a trop peu on va dire trop peu d'expérience et trop peu de temps de jeu peut-être pour pouvoir compenser, surtout sur un match comme ça. Mais déjà, revenons peut-être à la composition de départ et à la défense, qui était un peu le, le point d'interrogation, on va dire, avant la rencontre, avec les titularisations d'Antoine Mendy et de Mohamed Abdelmonem. Est-ce que Hugo, c'est pas l'une des satisfactions aussi de cette rencontre-là, d'avoir vu un Abdelmonem, si on enlève l'action où il se prend pour Sergio Ramos et qui rate, il m'a rendu fou, quand il a fait ça. Mais on a vu quand même un joueur plutôt convaincant dans les duels et surtout à l'aise balle au pied. Et lorsqu'on voit un joueur qui est à l'aise balle au pied, c'est un joueur qui est plus en confiance. Est-ce que pour toi, voilà, et puis aussi Antoine Mendy, on l'a dit aussi, mais
qui est à l'origine aussi de l'égalisation avec ce dépassement de fonction. Euh, Point positif pour toi d'avoir vu justement ces joueurs de rotation faire le job hier après-midi. Ouais, point positif, bah, surtout envie hier de retenir Antoine Mendy, qu'on attendait quand même pas mal, parce que sur les quelques matchs qu'il a fait en début de saison, c'était un peu bancal. Le dernier match à Lens, il sort à la mi-temps. Et hier, j'ai vraiment trouvé qu'il a vraiment pris la pleine mesure de. Bah, voilà, quand tu es remplaçant, tu peux avoir une chance de temps en temps, il faut la saisir. Et lui, il a montré beaucoup de personnalité. Dans le duel, c'est vraiment un mur. Comme tu l'as dit, il n'hésite pas non plus à dépasser ses fonctions et à venir apporter au moment où l'équipe en a besoin. Voilà, rapide, complémentaire avec Bombito. Franchement, c'était vraiment top. Et Abdelmonem, on va dire que c'était correct. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir une progression de match en match pour lui par rapport de là où il vient. Quand on se souvient de son match contre l'OM, qui est peut-être un des pires qu'on ait vu en défense sur un joueur depuis je sais pas combien de temps. Là, tu sens une progression. Tu sens ses qualités surtout dans l'intelligence de jeu, l'interception, la vision de jeu. Il intercepte pas mal de ballons en sortant. Après, sur les duels et certaines phases de relance, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais on l'a senti mieux entouré de Abdi et Boudaoui qui sont un petit peu séparés dans le vestiaire. Donc commence à être de plus en plus à l'aise, même si je trouve que il a aussi profité, mais c'est normal de collectivement, la première mi-temps qu'on fait avec beaucoup de pressing, où il a pu ne pas être en difficulté et ne pas avoir à reculer et justement défendre en avançant. Ça a été plus compliqué en deuxième où Nantes a été plus en position du ballon où on l'a vu, on sent dès qu'il subit le pressing, il panique un petit peu et ça peut être compliqué. Alors qu'en première mi-temps, on était tellement au-dessus que il était un petit peu dans un fauteuil et il a pu prendre confiance. Mais ouais, comme tu l'as dit, franchement, au début du match avec les absents, la défense, ça faisait un peu flipper. Mais ça a été rassurant aussi par le bon travail collectif. Et on peut aussi mentionner Moïse Bombito qui a été encore une fois énorme hier et Non qui mais prend lui encore plus confiance balle au pied dans la relance où ça commence à devenir très très sérieux. qui est ce mec? Non mais vraiment, enfin je veux dire, de match en match, enfin hier, je vais pas dire qu'il a tenu la défense à bout de bras, mais c'était on va dire le seul joueur, on va dire référent titulaire habituel et il s'est comporté vraiment comme un patron vraiment hallucinant. Voilà, un bon recrutement. On nous avait dit pourtant que Florent Maurice ne savait pas recruter les défenseurs. C'est les Rennais qui nous disaient ça. Bon, bah, force est de constater que, bon, ben, voilà. Pour l'instant, Abdelmonem, ça reste litigieux. On va attendre Ça quelques, reste flou. voilà, on va attendre Hmm. quelques semaines, mais en tout cas, Bombito, pour l'instant, on est sur un sur 2, donc c'est plutôt pas mal. Romain, tu avais quelque chose à rajouter peut-être par rapport à la défense? Non, 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 rien à rajouter. Content du match de Mendy. C'est vrai qu'il a été très solide. Et Bombito, bah voilà, il continue dans ses prestations de très haut niveau. Et ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir un joueur comme ça. Et après, Abdelmonem, je mets plus un bémol que vous quand même. Mais parce que même si il a été mis dans un fauteuil en première, il y a une ou deux actions où il se fait passer. Ouah, c'est assez bizarre quand même cette façon de défendre. Mais ouais, je le trouve peut-être un peu plus juste, mais je mets quand même un gros point d'interrogation sur lui. Je suis plus serein maintenant avec un Mendy qu'avec Abdelmonem, quoi. Voilà. Ouais, on verra effectivement. De toute façon, Dante sera de retour potentiellement bah, déjà dès jeudi. Et Mm. puis, alors j'ai pas regardé le calendrier, my bad. On joue qui ce week-end? Monaco? Ah oui. La vache. La vache. On y reviendra un peu plus tard. Les Pistons, peut-être. Ali Abdi, qui a joué 89, 80, 80, ouais, quasiment l'entièreté du match. Pas forcément réussi dans ses choix offensifs. Une connexion avec Boga par moment un peu hasardeuse. Mais malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez. On nous avait dit oui, piston de Ligue 2, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que bah, c'est plutôt un bon joueur, c'est un joueur fiable, c'est un joueur qui a de l'envie. C'est pas le meilleur joueur qu'on ait eu et qu'on ait, mais quand on sait qu'il vient normalement pour remplacer, enfin pour faire la La rotation doublure. de barre, voilà la doublure. Finalement, eh bien, voilà, c'est un joueur fiable, Romain, pour toi? Ouais, ouais, bah en tout cas dans ce qu'il montre depuis le début, il y a rien à lui reprocher.
Mais on sait que défensivement, c'est un peu le même profil que Klose. Il a peut-être un peu plus de mal et encore, pour l'instant, défensivement, je trouve que ça tient la route. Ah, je trouve que, Mais offensif. je trouve que défensivement, Hmm. je me permets de te couper. Pour moi, je suis moins flippé avec un Abdi qu'avec un Klose. Oui, 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 oui. Non, non, mais c'est pour ça que je te dis, défensivement, pour l'instant, il fait le taf. Mais je pense qu'il fait le taf par son envie, son, ouais, son trait de caractère là qu'il a, et ça a rien lâché et tout. Je pense que voilà, pour l'instant, ça fait le job. Et le fait d'arriver en Ligue 1, cette envie de prouver en Ligue 1, faut qu'il la garde. Voilà, faut pas qu'il se voit arriver trop vite, mais qu'il garde cette hargne, cette niaque. Après, moi, ce qui me rend un petit peu fou, c'est on a du mal à mettre les bons ballons dans la bonne zone, quoi. Que ça soit lui, que ça soit. Alors, Klose, il y a eu deux, trois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu deux, trois passes qu'il arrive à faire dans le cœur du jeu, où si tu as des joueurs un peu plus justes techniquement, ça peut amener une bonne situation, voire une occasion. Et malheureusement, j'en ai deux en tête, hein, mais quand il la met dans l'axe pour Guessant, je crois qu'il est même pas en un contre un, quoi. Il pousse le ballon, il a quasiment une position de frappe. Et tu vois, donc certes, c'est pas le Klose qu'on a vu ces derniers matchs offensivement, je parle. Parce que défensivement, c'est le même qu'on a vu ces derniers matchs. Mais après, c'est sûr que si dans des jours un peu moins bien, Klose, t'as des joueurs qui négocient mal ses passes, ses, ses ouvertures, etc. Ça devient un peu compliqué. Mais j'en attends beaucoup plus sur tout ce qui est centre, dans la bonne zone, Hmm. etc. C'est quand tu vois Simon, putain, mais nous, jamais on a ça. Un joueur, un centre, un but. Putain, jamais on fait ça. Nous, il nous faut 5 centres, 10 centres pour avoir une demi-occasion. Putain, les équipes qui jouent contre nous, elles font un centre, deux centres, c'est toujours dans la bonne zone et ça claque. Putain, c'est un truc de fou. Putain, ça me rend dingue quand même, alors qu'on n'a pas des peintres quand même sur les côtés. Putain, t'as un mec qui fait plus de 11 passes décisives par an, Klose. Putain, et quand je regardais Marseille, c'est que des centres qui mettaient à mal les centraux, tu vois, qui savaient pas trop comment dégager pour pas la mettre contre leur camp ou parce qu'il y avait l'attaquant derrière. Putain, et là, on a l'impression qu'ils perdent tout. Donc, ouais, je suis un peu déçu là-dessus que le danger ne vienne pas plus des côtés, des Hmm. pistons, alors que ça devrait être le point principal où le danger arrive. Et ça devrait venir de partout. Et là, on sait très bien que bah, c'est un peu plus compliqué. Enfin, sur le match d'hier, en tout cas. Après, je veux pas faire une généralité. Hmm. Hugo, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah, sur Klose, peut-être si on peut en revenir, j'ai trouvé un petit peu les critiques un petit peu sévères quoi, quand même si, comme l'a dit Romain, en fait, c'est juste, j'ai trouvé pas de changement hier entre son match d'hier et son début de saison et même sa carrière en général. C'est-à-dire que c'est un joueur qui techniquement va t'apporter dans le camp adverse, va être porté vers l'avant, va avoir toujours cette touche technique, mais défensivement des grosses lacunes, surtout en fait, dans sa manière de défendre, pas forcément dans sa volonté de défendre, mais dans sa manière de défendre. On l'avait déjà dit, même c'était après Saint-Etienne, je crois, où il a cette tendance à, quand il défend un contre un, à laisser la porte ouverte et à laisser le centreur centrer. Et on l'a vu hier, souvent depuis le début de saison, ça n'a pas fait but, mais là, ça a fait but. Donc en fait, sur Klose, moi, je trouve un peu sévère les critiques dans le sens où bah, en fait, c'est comme d'habitude avec lui, c'est-à-dire c'est un joueur qui est constant comme ça depuis Lens. Et en fait, je pense que défensivement, c'est tellement ancré dans sa manière de défendre qu'en fait, ça ne changera pas. C'est juste un joueur qui est pas à l'aise défensivement et qui bénéficie du système de Francaise pour s'épanouir plus. Et effectivement, offensivement, hier, je trouve qu'il donne quand même sa touche technique dans le camp adverse. C'est peut-être le meilleur, le meilleur de nos offensifs. Le ballon qu'il donne à Guessin, comme ça, où il s'en mêle un peu les pinceaux. À un moment, il envoie un petit extérieur du pied aussi pour Abdi, second poteau, qui donne rien. Moi, je trouve que offensivement, dans ses stats, il pâtit aussi du manque de présence dans la surface. Peut-être qu'on reviendra après plus tard Ouais. sur Moukoko qui a peu pesé offensivement. Mais Klose, moi, sur le plan offensif, j'ai rien à lui reprocher. Sur le plan défensif, c'est juste, enfin, fallait pas s'attendre, je trouve, à un autre joueur que celui qu'on a en stock aujourd'hui, quoi. Ouais, il a fait du close.
Ouais, Mhm. je l'ai pas non plus trouvé en grande réussite offensivement. C'est-à-dire que moi j'ai conscientisé le fait que c'est un joueur beaucoup plus tourné vers l'offensive que vers l'aspect défensif. Hier, alors j'ai les situations en tête, mais je l'ai pas non plus trouvé dans sa qualité de centre, dans ses choix, dans ses approximations aussi sur certaines relances. Je l'ai plutôt trouvé en difficulté. Et alors je sais pas si c'est l'effet stade ou pas, mais voilà, tu montes plus facilement, je pense, dans les tours lorsque tu es au stade parce que ça te rend fou en fait. Mais alors justement pour rester là-dessus, hier soir il y a quelque chose moi qui m'a vraiment perturbé, c'est que toute la première mi-temps, on était en attaque placée. C'est-à-dire on attendait le décalage, etc. Et comme tu l'as dit Romain, le danger il est rarement venu des côtés. Alors d'une part peut-être sur la qualité de centre, d'autre part sur le manque de bon positionnement. Enfin, j'ai en situation aussi la première action de Guessant où il fait la différence sur le côté. Il envoie un centre qui, à mon sens, est dans la bonne zone, peut-être un peu trop fort. Mais je veux dire, il est entre le gardien et les 6 mètres. Tu dois avoir un mec. Tu dois avoir un mec dans cette zone-là. Euh, il y a eu des moments aussi, alors peut-être plus en seconde mi-temps, où tu avais des phases de transition. Et alors là, tu te dis, putain, Boga, Guessant, Moukoko, en transition, ça doit exploser. Eh bien non, figurez-vous que Logestinis a créé un concept, alors je vais le dire, hein, la transition offensive attentiste. C'est-à-dire, on est en transition, on est en bonne posture, on attend. Voilà. Et là, je suis désolé, ça va tomber sur lui parce qu'au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Jérémy Boga. Jérémy Boga, c'est beau, c'est une conduite de balle euh, très belle. On dit que c'est un joueur différent et on va continuer à le dire. Mais au bout d'un moment, on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, que il ne joue pas sur ses qualités et les mètres d'avance qu'il a sur une situation, il n'en profite pas. Il va attendre, se mettre à l'arrêt, le nombre de fois où il a fait ça, se mettre à l'arrêt et tenter de faire un décalage. Il y a des fois où ça passe, des fois où ça ne passe pas, parce que comme tu l'as dit Hugo, les, les bons choix sont rarement faits, mais là c'est pas uniquement lui, parce que Guessant aussi hier a, a eu quelques difficultés aussi dans le dernier geste. Moukoko, j'en parle même pas parce que il a dû toucher 5 ballons le pauvre. Mais je sais pas, Romain, si tu veux réagir là-dessus, mais j'ai l'impression que hier on a. En fait, peut-être que physiquement on était cramé, mais tu sais, à défaut d'être performant en attaque placée, on n'a pas su exploser aussi en transition, alors qu'en transition, en théorie, c'est censé être notre cam, tu vois. Mhm. Bah, alors sur Boga, moi je te rejoins totalement et j'ai cet avis depuis un certain temps où bah ouais, c'est un joueur, il va t'amener, il va te faire des différences sur certaines phases de jeu que seul lui ou un mec comme Dembélé, on va dire, peuvent le faire. Et mais par contre, après, bah voilà, ça fait un gros pchit. Et j'ai l'impression, ouais, de le dire toutes les semaines, mais voilà, Boga, c'est de toute manière, c'est pas maintenant qu'il va changer. Et malheureusement, il n'arrive pas à faire ce choix juste. Il y a un match où il va te faire que des bons choix, mais ça va passer. Il va être beaucoup plus en réussite. Et d'autres matchs où, bah voilà, il va rien t'amener offensivement. Et c'est frustrant en fait. C'est frustrant d'avoir un mec comme ça qui a des capacités d'élimination de fou. On dirait un peu toute proportion gardée, mais Ben Arfa avait une capacité d'élimination qui était quasi similaire. Mais par contre, lui derrière, il faisait le bon choix. Certes, des fois un peu perso, mais mine de rien, il faisait quand même le bon choix. Et après, bah, sur les transitions, bah ouais, c'est malheureux, mais après, tu peux pas. Je pense qu'il y a eu tellement, il y a tellement de débauche d'énergie que après sur les transitions, bah t'as plus cette lucidité. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir 5 changements faits au bon moment. Et malheureusement, là, dans le milieu de terrain, qui peuvent accompagner les porteurs de ballon, bah, au bout d'un moment, même un Boudaoui ne peut pas faire les efforts pendant 90 minutes comme il le fait en début de match. Peut-être qu'un Boga, il est peut-être un peu émoussé. Tu vois, si t'as en sortie de banc un mec comme Shaw, parce qu'on a vu, hein, mais à l'entrée de Diop et la board, mine de rien, voilà, ça t'amène un but. Enfin voilà,
Je pense que encore une fois, malheureusement, c'est la profondeur de banc qui nous manque sur certains matchs pour continuer à avoir cette agressivité tout au long de la rencontre. Hugo, tu rejoins Romain sur le fait que finalement, le match, tu ne le gagnes pas à cause de ta première mi-temps, enfin, à cause, du moins, au manque de réalisme en première mi-temps, parce que tu peux te le rendre plus facile, ce match-là, mais une fois que tu as puisé dans tes réserves en première, tu le payes en seconde. Mm. C'est ça en fait, ça, on en revient toujours à la question de l'effectif parce que bah, on sait que le jeu de Francaise il est ultra énergivore. Tu vois d'entrée les séquences de pressing en première mi-temps, c'est vraiment très intense et c'est impossible pour un 11 de maintenir cette intensité sur l'entièreté du match. Donc si t'as pas les solutions sur le banc pour venir bah, seconder les mecs qui travaillent, notamment au milieu, même les latéraux, en fait tu pourras jamais maintenir cette intensité et forcément. Bah après, tu vas te retrouver dans des situations où bah, sur les transitions, tu n'auras pas assez de monde pour accompagner les attaquants. Et donc, forcément, comme tu l'as dit, tu vas avoir cette impression qu'on est attentiste. Alors que si tu marques en première mi-temps et que tu te facilites la tâche, bah, tu vas te libérer des espaces, tu vas même t'enlever un petit peu l'épée de Damoclès de la tête, de te dire que, bah, en fait, vu qu'on n'a personne sur le banc pour faire la différence tout de suite, sinon, bah, en seconde mi-temps, on va se faire piéger. Et voilà, je sens aussi que même les joueurs, ils savent qu'on est en manque de victoire, ils n'ont pas forcément cette confiance totale, ils ont confiance dans le jeu, mais ils n'ont pas non plus la confiance dans les résultats. Et donc ça se ressent aussi dans les choix. Ils doivent se dire, bah, en fait, si je marque pas maintenant, si on marque pas maintenant, tu joues contre le chrono et en seconde mi-temps, on va forcément baisser d'intensité. Donc c'est tout un mélange de manque de confiance, de manque de banc. Et du coup, ça se répercute, je pense, sur la confiance des attaquants. Et c'est un tout qui fait que bah, c'est ultra frustrant parce que tu sens que bah, dans le jeu, le système il commence à être quand même bien acquis par les joueurs, mais tu n'arrives pas à avoir ce déclic dans la surface adverse Mm. qui peut vraiment lancer une série, libérer un petit peu les joueurs de cette pression. Et je trouve que franchement, les blessures, elles nous pénalisent énormément sur le système de jeu du coach qui nécessite, on va dire, à l'heure de jeu, de tourner pour maintenir l'intensité. Bah là, franchement, tu es puni, quoi, parce que quand tu fais rentrer Laborde, qui a plus joué depuis 2 mois, et Diop, qui est quand même toujours un peu limite, et hier, qui a été très en difficulté, je trouve, dans l'intensité, bah, tu peux pas profiter de tout ce que tu fais de bien dans le pressing et dans le travail. Et je pense que ça joue aussi sur la confiance des joueurs. Regarde Pancho, juste un truc. Imagine, hier, tu commences avec ce 11, tu as l'effectif au complet. À l'heure de jeu, tu peux faire rentrer un Sanson, un Ndombele, un Mofi, un Shaw, un Bar. Enfin, tu captes. Là, tu gardes une intensité, tu peux garder le même rythme, peut-être pas garder le même rythme, parce que mine de rien, tu as 6 autres joueurs qui ont fait le taf, mais un Boudaoui, tu sais qui va le faire pendant 90 minutes. Tu remplaces un Rosario par un Sanson ou un Ndombele. Tu remplaces Boga par un Shaw. Tu remplaces Moukoko par un Mofi. Tu remplaces un Abdi qui a été en sélection par un Bar. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est là où je te dis que c'est vrai qu'on ne peut pas se reposer que sur les absents, mais putain, quand tu raisonnes comme ça, tu vois mine de rien que bah voilà, c'est quand même frustrant de voir qu'on a un effectif qui est de qualité quand même, mais avec, comme tu disais, le quart de ton effectif qui est dont un suspendu mais blessé. N'importe quelle équipe de Ligue 1 et même en Europe, la plupart, ils ont un quart de leur effectif blessé, ça les handicape. Et pas surtout que c'est pas un quart, c'est pas le quart Mendy, Abdelmomen, Ouais, Louché, c'est des enfin joueurs importants qui sont potentiellement voilà, titulaires dans le 11, quoi. c'est ça. Et donc forcément, au bout d'un moment, c'est impactant. Et là, comme je te dis, imagine tu fais rentrer les joueurs absents à l'heure de jeu, t'as une autre gueule quand même. Oui, 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 effectivement. Alors, enfin, vous avez parlé du banc, messieurs. Bon, on va parler de la rentrée de Gaëtan Laborde et en même temps du sortant, hein, Youssoupha Moukoko. Euh, Hugo, finalement, c'était un peu enfin, j'allais dire la bonne surprise dans cet océan de mauvaises nouvelles en lien avec les blessures, ce retour de Gaëtan Laborde qui est rentré au poste de numéro 9, mais on a vu que ça permutait quand même pas mal, parce qu'à un moment, on a vu Guessant qui jouait dans l'axe. Et puis finalement, Laborde également à l'origine de l'égalisation avec mais moi j'aime beaucoup ce genre d'inspiration parce que c'est pas une stat
mais ça a créé justement ce décalage-là, ça ouvre la porte à Diop et à Guessant sur l'égalisation, et ça va pas être comptabilisé comme une passe décisive, mais c'est une inspiration d'attaquant. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, lorsqu'on voit que Guessant risque d'être utilisé plus dans ce rôle d'offensif droit reculé, Moukoko est-il réellement un numéro 9 axial? J'ai pas l'impression, du moins il ne pèse pas suffisamment. Est-ce que Laborde n'aurait pas sa carte à jouer pour être ce numéro 9 là? Bah, de toute façon, Laborde, moi j'étais très frustré de sa blessure. Parce que moi je suis pas un grand fan du joueur à la base, mais je trouve que sous Francaise, franchement, il peut jouer sur les trois postes de l'attaque et être vraiment performant. C'est pas comme sous Farioli où il jouait ailier, où il était vraiment à contre-emploi. Là, avec ces systèmes d'attaquant un peu reculé, je trouve que ça lui correspond parfaitement, tout comme le rôle de numéro 9. Et il avait fait plutôt un bon début de saison. Je me souviens de son match à Auxerre avec la super passe D qu'il fait là sur le centre pour le premier but. Donc c'était très frustrant qu'il se blesse parce que bah, à l'image d'un Mofi, je trouve qu'il peut vraiment s'épanouir dans le système. Contrairement à Moukoko, où là, j'aimerais bien y revenir dessus parce que je commence à être vraiment inquiet de ses performances. Déjà, le match contre la Lazio m'avait quand même franchement interpellé, mais je trouve que le standard technique d'un Moukoko est déjà que physiquement, comme tu as dit, il pèse pas suffisamment dos au but pour caler les ballons, mais même techniquement dans les remises et même niveau intelligence de placement, intelligence de jeu, je trouve qu'on est sur un joueur qui est vraiment très très limité et c'est assez inquiétant bah, des attentes qu'on en avait. Même si c'est aussi pas forcément surprenant parce que bah, l'écart entre ce qu'il avait déjà dans les équipes de jeunes allemandes, même en Bundesliga où tu as beaucoup d'espace, là tu te rends compte que quand il est dans la densité, en fait c'est comme si tu attaquais avec un joueur en moins parce qu'il peut pas, physiquement il peut pas caler les ballons et techniquement il est pas à l'aise pour remiser, pour décrocher. Donc en fait c'est comme si tu t'annulais un poste. Donc ouais, comme tu l'as dit, heureusement que Laborde est entré avec toute son énergie, tout son dynamisme et lui, pour le coup, son intelligence de jeu et de placement. Parce qu'un Moukoko, ça commence à être un peu inquiétant, je trouve. Romain, est-ce que tu partages un peu l'inquiétude de Hugo concernant Moukoko? On avait vu des débuts en fanfare contre Saint-Étienne et après, finalement, des matchs un peu quelconques. Et moi, j'ai pas l'impression aussi qu'il soit utilisé à son meilleur poste en fait. Enfin, j'ai pas l'impression que son poste dans le dispositif de Franck Est soit numéro 9 axial avec deux offensifs derrière lui. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, enfin, ouais, mais après, c'est dur de trouver son poste, alors, hein, parce que, normalement, c'est quand même un axial, hein. Et, enfin, moi, quand je lis certaines choses, on dit que c'est un excellent buteur, etc. Après, je me dis que, mine de rien, certes, c'est un joueur qu'on connaît tous un petit peu. Bah, je vais pas sortir Football Manager, parce que hors Football Manager, c'est un joueur quand même qui a été très jeune mis en avant à Dortmund. Il a été très jeune en équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est son premier club à l'étranger, hormis Dortmund. Donc, je me dis, pourquoi pas, tu vois, lui laisser encore un peu le temps, peut-être, de s'adapter au championnat, de, voilà, de prendre la mesure. Et je pense que, encore une fois, il y a une grosse attente sur lui parce que il vient d'un club finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et c'est un international allemand, mais après, encore une fois, pour moi, c'est un jeune joueur. Donc, moi aussi, ça me déçoit de le voir dans cette posture et qu'il n'arrive pas à peser dans le jeu. Mais quand même, il a montré deux, trois trucs qui peuvent espérer que bah, ça le fasse, quoi. Maintenant, je suis content que Laborde soit revenu parce que Mm. ça pourra faire une alternative, même si je pense que les trois titulaires seront largement Pau, Boga et Guessant, quoi. Un mot peut-être sur Evan Guessant, Hugo, qui a marqué son quatrième but de la saison et qui finalement est un peu le facteur X de cette ligne d'attaque. Avec voilà et puis maintenu aussi à ce poste-là qu'il avait joué contre Paris. Il y avait ce questionnement aussi par rapport à la titularisation de Buonanni qui aurait mis Guessant dans l'axe. Mais là, finalement, il y a ce choix de l'installer peut-être un peu plus reculé. On en avait parlé, hein. Avoir le jeu peut-être plus en face de lui.
Et puis, bon, Hez, voilà, l'a dit, hein, bon match de Guessant, mais qui il peut terminer avec 3 buts au compteur, avec des situations claires. Quel est ton ressenti un peu sur son match, sur son but où c'est là où il est frustrant, hein, parce que c'est un bon joueur, mais tu te dis, il est dans la situation la plus compliquée pour marquer. Il est limite dos au but, sur son pied gauche, et il arrive à marquer, quoi. Ouais, mais un super but. Et Super bah, but. franchement, on peut lui reprocher effectivement son manque d'efficacité. Et encore, je trouve qu'hier, il n'a pas des situations incroyables. C'est plus sur le dernier geste ou le premier contrôle, la première touche, où il va te pénaliser. Mais il ne manque pas non plus des face-à-face où Hmm. voilà, c'est pas non plus là où il est déficitaire. C'est plus dans la qualité technique et parfois l'intelligence des choix. Mais franchement, son évolution, moi, je la trouve vraiment top. La trouvaille de Francaise, c'était contre Saint-Etienne, je crois, où il le recule pour la première fois. Bah, depuis, Hmm. Farioli, hein. Les entrées sous Farioli, où bon, il est un peu plus sur le côté, mais il rentre sur un côté sous Farioli, hein. Ouais, mais il était vraiment à coller la ligne, quoi. Les ailiers de Farioli, c'était vraiment des ailiers très très Hmm. écartés. Alors que là, il est vraiment à l'intérieur du jeu, limite deuxième attaquant, et limite Hmm. il part souvent du rond central. Donc moi, je trouve franchement que c'était super intelligent de le mettre là parce que bah, en décrochage, quand il peut partir de loin avec sa puissance, on a vu hier, il provoque en fin de première mi-temps, il provoque 2 cartons jaunes à la suite. Bah, les Nantais s'étaient dépassés dès qu'il décrochait en fait. Et il a cette puissance, même je trouve cette intelligence de venir créer les espaces qui est ultra, ultra, ultra importante pour le collectif. C'est-à-dire que si tu l'as pas dans ton animation offensive, hier, il se passe vraiment rien, quoi. C'est lui qui crée les espaces, c'est lui qui attire tous les défenseurs. Après, voilà, il lui manque toujours plus que l'efficacité, je trouve, cette qualité technique dans la première prise de balle, souvent il s'oriente mal, donc il perd le temps d'avance qu'il a, ou le mauvais choix. Mais je trouve que franchement, il est en progrès. Ouais. Et c'est limite le premier nom que tu coches sur ta ligne offensive avant chaque match. Et puis plus que 16 buts pour battre le record de Dario en championnat. Donc on s'en on s'en rapproche petit à petit. Euh, Écoutez, je vais vous demander si vous avez terminé sur votre. Alors peut-être juste la situation du penalty. J'ai pas revu les images, mais au détour de discussion, vu que vous étiez sans doute devant votre télévision, Hugo, est-ce que pour toi il y a penalty sur la main en première mi-temps suite au centre? Je crois que c'est Abdi ou Ouais. Boga qui centre. Enfin, j'avoue que j'ai pas vu les images, donc là je vais me référer à votre jugement, les gars. Moi, je l'ai vu une fois, je l'ai pas revu, j'avoue, mais ça m'a pas choqué sur l'instant. C'est vraiment, il effleure le ballon de la main, ça change pas la trajectoire de la balle. Donc après, moi, franchement, avec les règles qui changent tout le temps, tu sais jamais si, selon la règle, il y a penalty ou pas. Mais moi, dans l'esprit, ce genre de penalty, ça me, ça me saoule un peu. Donc moi, j'ai pas été scandalisé qu'il y ait pas eu penalty. Après, au niveau de la règle, je sais pas s'il y avait, mais moi, dans l'esprit, pour moi, Ouais. il y avait pas. Du stade, c'est un peu la première impression aussi, c'est tu vois qu'il y a une main, mais Vraiment, au regard voilà dans le sens du jeu, enfin dans l'autre sens, ça m'aurait effrayé qu'elle soit sifflée quoi. Romain. Non, moi, pour moi, il n'y a pas penalty parce que de ce que j'ai vu, la main, elle n'est pas décollée du corps du Nantais. Enfin, il n'a pas les mains à 90 degrés, quoi. Donc, et en plus, la règle, enfin, si elle n'a pas changé, parce que comme dit Hugo, elle change toutes les 2 minutes. Normalement, quand le ballon il est tiré, mais c'est très proche, elle est très proche du joueur. Quand le ballon part, bah, si ça tape la main, bah, il n'a pas le temps de l'éviter. Un peu comme Donc, Boudaoui en finale de Coupe de France quoi finalement, ça se siffle pas, ma- hein. malheureusement, normalement, elle n'aurait pas dû être sifflée avec cette règle. Mais je crois que cette règle, elle est venue 1 an après. Hmm. Donc, mais c'est comme les mains qui étaient sifflées quand ça touchait le pied du joueur et puis ça Hmm. rebondissait sur la main. Maintenant, voilà, c'est plus sifflé, ce genre de main. Donc, moi, en tout cas, ça m'a pas scandalisé parce que dans l'autre sens, comme tu dis, Pancho, si on l'avait sifflé, franchement, j'aurais dit que c'était un scandale parce que le mec, il peut pas enlever sa main. Il est à 1 mètre du centreur, il frappe, ça touche la main et encore une fois, elle n'était pas à 90 degrés, quoi. Elle était plus ou moins collée au corps. Après, tu peux pas défendre les mains collées au corps, mais en tout cas, voilà, et c'était pas, non, pas de scandale.
Messieurs, votre MVP de la rencontre, je vais également demander à la fanzone de voter pour le MVP. Ça, c'est terrible aussi. Ah, c'est horrible. On fera peut-être un petit numéro dédié à Dazn. Non, jamais de la vie. Mais Hugo, tu as le privilège de commencer pour toi MVP de la rencontre. Bah, je vais aller sur Moïse Bombito. Franchement, c'est vraiment le petit coup de cœur du début de saison déjà sur la progression du joueur par rapport on se souvient, à son premier match contre Toulouse où il était en bancal dans son placement, ses interventions, tout ça. Là, il a cette vitesse qui fait que même il y a une action en deuxième mi-temps où je crois que Ouais. je sais pas si c'est Ganago, je crois qu'il part en profondeur. Bombito, il a quand même plusieurs mètres de retard sur lui, il revient tranquille à la course et il récupère le ballon. Et comme je dit tout à l'heure, il commence à prendre confiance même dans les sorties de balles, même il est responsabilisé à la relance, il n'hésite pas à monter. Jeu court, jeu long, on sent qu'il se libère. Puis même, je trouve que il a ce petit flow qui est là, chaussette baissée, pas de protège tibia, qui fait que franchement, c'est un joueur, il a aussi cette rage quand il fait une grosse intervention défensive qui fait qu'il est ultra attachant, ultra performant et que c'est vraiment, je pense, la satisfaction du début de saison. Et merci Flomo de nous avoir amené ce petit crack parce que franchement, c'est un vrai régal de le voir évoluer de semaine en semaine. Parce que tu as aussi cette impression de progrès constant et qui te laisse vraiment espérer que tu peux vraiment avoir un défenseur de très très haut niveau s'il continue cette progression au fil des matchs. Il manque plus que ce petit but sur coup de pied arrêté pour venir concrétiser ces bonnes premières semaines. Romain, ton MVP de la rencontre d'hier après-midi. Moi, pour l'encourager, c'est Mendy. Voilà, Mendy, parce que Richie. je l'ai trouvé solide et je trouve qu'il fait vraiment un très bon match. Et voilà, j'aimerais qu'il continue dans cette lignée-là parce que quand on voit la sensibilité du souffle par rapport à certaines blessures, voilà, faut qu'il soit prêt parce que pour moi, en tout cas dans ce qu'il montre, c'est clairement le quatrième choix et pas le cinquième. Voilà. Eh bien, bon, vous m'avez enlevé les deux, les deux que je comptais éventuellement prendre. Je vais aller sur la board. Parce que, certes, pas beaucoup de ballons à négocier. Mais déjà, je vais revenir sur voilà, cette feinte sur l'égalisation que j'ai beaucoup appréciée. Et surtout, la confiance qu'il va devoir avoir et que je lui accorde pour les prochaines semaines, au vu effectivement des prestations de Moukoko qui sont pour l'instant un peu compliquées. Et puis par rapport au fait que je pense que c'est un joueur qui peut être très complémentaire à un Boga ou un Guessant dans le fait de libérer des espaces aussi par le déplacement, la course et l'intelligence de jeu qu'il peut avoir. Et voilà, hier, il a fait du bien. Par contre, dans les permutations, voilà, j'ai trouvé un peu effrayant le fait de le revoir sur un côté. Ça m'a rappelé des sombres heures sous Farioli, voire même sous Digard, même s'il était plus performant sur ce côté-là. Mais voilà, Laborde pour son retour, pour son geste, et puis pour ses buts prochains dès cette semaine, on l'espère. D'ailleurs, Messieurs, Pancho, ouais, juste une dernière chose, ça dure 2 secondes. À l'époque, Gernot Rohr, sur le 4-3 de Monaco-Nice, il y a le centre de Varro, Agali qui la laisse passer, Vairua qui tacle et qui marque. Et Gernot Rohr avait dit, non, le passeur décisif, c'est pas Cédric Varro, c'est Agali. tu sais quoi Parce que c'est Agali qui la laisse passer et Varro qui tacle. Et Gernot Rohr, il avait dit parce que c'est lui, en gros, qui crée l'occasion pour Marama Vairua. je vais commencer à ressentir des sentiments pour toi, Romain, parce que là, tu viens d'activer un souvenir qui est peut-être le plus beau souvenir de ma carrière j'allais dire Et d'ailleurs, de ma carrière de footballeur, mais pas du tout, de ma carrière de supporter. Mais oui, d'ailleurs, clairement. prochain match, c'est Monaco, c'est la transition. Oui, voilà, incroyable. Putain, mais c'est ton métier ou quoi, Romain? T'es bon en fait, hein. Et je suis Euh, client. alors, l'OGC Nice pour l'instant est 8ème. 8 matchs, 10 points. Euh, on va peut-être attendre effectivement les prochaines semaines pour se poser la question, Romain, que tu te posais sur est-ce qu'on nous voit trop beau? Est-ce qu'on se voit Mm. trop beau? Mais déjà, focus sur jeudi 18h45 et ce déplacement à Budapest et ce troisième match d'Europa League contre le Ferencváros. Je vous informe que demain, il y aura un numéro de présentation de l'adversaire pour qu'on puisse en apprendre un peu plus en amont de cette rencontre. Euh, Messieurs, victoire obligatoire. En théorie, le gym a un point.
C'est un déplacement à l'étranger, enfin à l'étranger forcément, mais match un peu bourbier, voilà. On a du mal un peu à les négocier. Euh, Hugo, équipe type, pas équipe type, tu joues Monaco 3 jours après, tu le vois comment? Parce que jeudi 18h45 et le 27 c'est dimanche, Dimanche 17h. dimanche 17h. Donc va falloir tourner aussi un peu. Non, bah, équipe, tu joues pas, en fait, ça dépend aussi si tu as des retours de blessés, parce que si t'as pas de retour, bah, tu seras obligé d'aligner plus ou moins le même 11 qu'hier et de faire de l'opérationnel avec ce que tu as. Mais tu l'as dit, victoire obligatoire en théorie, mais vraiment en théorie, parce que le gym nous a jamais habitués à bien gérer ses déplacements à l'extérieur en Coupe d'Europe. Et là, c'est vraiment tout du bourbier, c'est vraiment un terrain où je me souviens que Monaco avait fait un match nul il y a quelques années en Ligue Europa. Là, il y a 2 semaines, Tottenham a gagné dans la douleur 2-1. Donc ce sera vraiment tout sauf simple. Et ce qui est sûr, c'est que bah, déjà, vu comment notre effectif est court, ce qui est sûr, c'est que ça laissera des traces. On gagnera peut-être, mais ça va pas être simple du tout. Et en fait, ce qui est chiant avec le calendrier, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, post-match de Coupe d'Europe, il y a un gros match de Ligue 1 derrière. C'est-à-dire qu'après la Lazio, tu joues Paris, là, après Ferencváros, tu joues Monaco. Il me semble que ça continue comme ça après, à chaque fois. Donc, le calendrier nous aide pas, mais en même temps, c'est ça, c'est la Coupe d'Europe. Si tu aspires à devenir une grande équipe, tu dois gérer tes enchaînements. Donc, on va espérer une victoire, mais c'est sûr, ce sera vraiment pas simple. Romain, il faut débloquer le compteur. Après la déroute subie il y a 15 jours à Rome, on est un peu dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas exactement quel 11 va être aligné, mais si on se réfère un peu à la composition contre la Real Sociedad, il y aura sans doute du turnover opéré par Francaise. Bah, s'il y a du turnover, ça veut dire qu'il y a des retours de blessés, donc tant mieux. Mais, mais en tout cas, comme tu dis, là, on commence à. Il faut la victoire pour aborder les matchs à domicile qui vont suivre plus sereinement, pour aborder Monaco aussi de façon bien plus sereinement aussi. Mais je pense que malheureusement, des mecs comme Barr, Ndombele et tout, pas sûr que tu les vois faire une Varos et ils vont être plus là contre Monaco qu'à l'extérieur. Moi, je vois qu'un seul retour, celui de Dante. Et je pense que Moukoko laissera peut-être sa place à un Laborde ou un Diop ou Hmm. je sais pas. On verra. Bon, bah écoute, Voilà. en tout cas, nous, on se retrouvera dès demain pour ce numéro sur le Ferencváros. Et puis, en fin de semaine, soit le dimanche soir, soit le lundi, pour faire un condensé un peu des deux matchs qui auront lieu. Parce qu'il y a un gros morceau avec Monaco. On n'en a pas trop parlé, mais Monaco, on sent un peu que c'est un peu leur année, quoi. Voilà. Une bis repetita par rapport à l'année 16-17, qui nous avait vu quand même terminer troisième. Voilà. Peut-être. Voilà, donc je vous remercie messieurs pour votre participation au numéro. Et bien voilà, merci à vous. Passez une bonne semaine. Et puis on se retrouve très vite dans le Club Pancho sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Merci Hugo, merci Romain et à très vite. Ciao. Salut!